Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Essai de grammaire contrastive. Anglais-français. Essai de grammaire contrastive et anglais-français. Patrice Larocque. Patrice Larocque. Traductologie. Essai de grammaire contrastive. Anglais-français. Collection Traductologie. Directeur, Mathieu Guidère. La collection Traductologie publie des ouvrages qui traitent des questions de la traduction et de l'interprétation dans une perspective multilingue, interculturelle et intersémiotique. Elle s'intéresse à toutes les problématiques qui concernent les traducteurs dans l'exercice de leur métier, et les spécialistes du langage dans l'analyse des traductions. Elle est ouverte à toutes les approches théoriques et méthodologiques, appliquées à tout type de texte traduit. Elle se donne un double objectif. D'une part, promouvoir des recherches actuelles menées sur la traduction écrite, orale et audiovisuelle. D'autre part, publier des jeunes chercheurs dont les travaux mériteraient une plus large diffusion. Les études traductologiques sont ici envisagées dans leur acception la plus large, celles qui motivent les recherches interdisciplinaires susceptibles d'éclairer la complexité d'un domaine au contact des langues et en mutation constante. Que l'on se réfère aux sciences du langage, à la linguistique, aux sciences sociales ou encore à l'histoire des idées et des mentalités, il s'agit de révéler la richesse et la diversité des approches actuelles des phénomènes liés à la traduction et à l'interprétation dans un monde globalisé et interconnecté. La collection Traductologie est dotée d'un comité scientifique et d'un comité éditorial qui examine de façon anonyme les travaux soumis. La publication des travaux acceptés n'est soumise à aucune contribution financière des auteurs. Déjà paru. Guillaume Astrid-Dir, Idéologie et Traductologie 2016. Guidère Mathieu, Traductologie et Géopolitique 2015. ECD. Patre. De Gram. Angla. Trice Laro. Emmer. AIS Fran. Hoc. Recompte. Ansay. Trastive. Du même auteur. English Rhythm and Blues. Les liens étroits entre le blues et l'anglais. L'Harmattan 2015. Introduction à l'anglais non standard. Collection Didacte français. Presse universitaire de Rennes 2015. Copyright L'Harmattan 2019. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.editions-harmattan.fr. ISBN 978 2 343 16 577. EAN 9 782 343 165 707. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici convient aux langues primitives en général et aux progrès qui résultent de leur durée, mais n'explique ni leur origine, ni leur différence. La principale cause qui les distingue est locale, elle vient des climats où elles naissent et de la manière dont elles se forment. C'est à cette cause qu'il faut remonter pour concevoir la différence générale et caractéristique qu'on remarque entre les langues du Midi et celles du Nord. Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l'origine des langues, Flammarion, page 81. 11. Avant-propos. Le principal objectif de cet essai de grammaire contrastive est de fournir des clés donnant accès à l'organisation du sens et à l'utilisation de deux systèmes linguistiques, l'anglais et le français, dont les liens de parenté sont étroits, mais qui s'opposent sur un certain nombre d'aspects qui tiennent autant à leurs origines qu'à leur évolution. L'étude tente de montrer que certaines structures en anglais sont symétriquement opposées à celles du français. Il s'agit de décrire un certain nombre de phénomènes linguistiques dans les deux langues dans une perspective différentielle, en vue de faciliter l'apprentissage et de proposer des éléments de méthode permettant de passer d'un système à l'autre. La linguistique contrastive est née dans les années 1950 à l'initiative de linguistes tels que Charles Fries, Robert Lado ou encore Charles Ferguson dans le but d'améliorer l'enseignement des langues. Ils se sont en fait intéressés aux insuffisances relevées dans les pratiques pédagogiques et ont tenté d'apporter des solutions à l'un des principaux problèmes que pose l'apprentissage d'une langue seconde, l'interférence causée par les différences de structure entre la langue maternelle de l'apprenant et la langue seconde, Ferguson 1965.
Johansson 2003/31, quant à lui, définit la linguistique contrastive comme étant the systematic comparing of two or more languages with the aim of describing similarities and differences. La. Ferguson Ch. A. 1965, General Introduction to Contrastive. Structural Series Chicago, Londres, The University of Chicago Press. 12. Comparaison systématique de deux ou plusieurs langues dans le but de décrire les similitudes et les différences. Ainsi, en tant que partie de la linguistique appliquée, la linguistique contrastive consiste à opposer ou plutôt mettre en regard deux ou plusieurs systèmes linguistiques différents, en l'occurrence l'anglais et le français, dans le but de faciliter le passage d'une langue à l'autre et ainsi permettre le développement de méthodes mieux adaptées aux difficultés éprouvées par les apprenants d'une langue maternelle, L1, donnée dans l'étude d'une langue étrangère, L2. Ceci implique, d'une part, que l'on s'intéresse aux différences des langues en contact, différences à la fois syntaxiques, grammaticales et phonologiques, et que l'on situe une L1 par rapport à une L2 et d'autre part que l'on considère que les problèmes rencontrés lors de l'acquisition de la langue maternelle sont différents de ceux rencontrés dans l'acquisition d'une langue étrangère. D'où la nécessité d'une pédagogie spécifique des langues étrangères. Enfin, l'étude de la linguistique contrastive s'appuie sur la linguistique descriptive 2 et se distingue de la linguistique comparée, qui est une approche plus théorique, dans la mesure où elle compare les éléments de deux langues en insistant sur les différences, et en ce qui concerne notre problématique les symétries plutôt que sur les similitudes, dans une optique d'application à l'enseignement des langues. 2. La linguistique descriptive a pour objet de décrire la langue telle qu'elle se réalise dans sa production écrite ou orale. Elle se consacre à la description non seulement structurale, mais aussi énonciative, c'est-à-dire en prenant en compte l'attitude du locuteur vis-à-vis de sa production d'un état de langue, synchronie. En cela elle se distingue de la linguistique prescriptive confère. Saussure 1916-1987, Chomsky 1957, Benveniste 1966 et 1974, Jacobson 1963, Culioli 1990, Lapère et Rocher 1991. 13. Introduction. La principale préoccupation d'un enseignant de langue est de faciliter l'appropriation et la compréhension de la grammaire anglaise. Les techniques pédagogiques qu'il convient de développer ne sont pas en soi originales, mais il semble que le problème majeur des apprenants est le manque de repères dans l'acquisition d'une langue étrangère. 3. Il est trop souvent dit que pour bien parler une langue, il faut penser dans cette langue. Mais comment faire lorsque l'on ne la connaît pas ? L'exemple des esclaves africains débarqués en Amérique du Nord est édifiant. Ils se sont appuyés sur leur langue tout en calquant la prosodie de l'anglais, le seul élément concret qu'ils pouvaient interpréter, Jones 1963/21-22. Ce qu'il faut, c'est un repère fiable, et ce sera la langue maternelle et certains traits spécifiques de sa grammaire. Le principe est de dire que les Britanniques roulent à gauche. Certes, l'expression paraît triviale, mais elle a le mérite de traduire une réalité qui dépasse les simples règles du code de la route. Sur le continent européen en général et en France en particulier, on conduit sur le côté droit de la chaussée, dans les îles britanniques et au Royaume-Uni sur le côté gauche. Cette différence concerne non seulement les us et coutumes d'un pays par rapport à un autre, mais aussi la façon dont on conçoit la vie de tous les jours, le mode de pensée, la manière de s'exprimer. On garde à l'esprit. 3. Dans un précédent ouvrage, English Rhythm and Blues, 2015, des pistes sont proposées pour aider les apprenants en anglais à rythmer leur discours oral de manière à faire ressortir les unités signifiantes, accentuées. Le rythme et l'intonation sont également des éléments importants quand il s'agit d'interpréter des énoncés. 14. Qu'une langue joue un rôle social. C'est un moyen de communication entre les individus, fondé sur le même système conceptuel. Ceci implique la création d'un certain nombre de préceptes auxquels les utilisateurs de la langue doivent se conformer. Par conséquent, une langue traduit nécessairement une pensée, sinon unique, du moins partagée, une manière commune à un groupe d'individus d'appréhender le monde et de représenter la réalité extralinguistique. Pour une même réalité, on aura deux ou plus représentations distinctes. Les deux langues, le français et l'anglais, sont des systèmes somme toute assez proches, qui ont une histoire commune et des influences mutuelles,
Voir par exemple Henriette Walter, Oni soit qui mal y pense 2001. Mais même si l'anglais a largement puisé dans le français pour développer son propre système, il reste une langue d'origine germanique, avec les caractéristiques grammaticales des langues germaniques. On peut dire que ce sont des langues sœurs, mais des sœurs ennemies tant les tensions entre les deux communautés ont été grandes. De plus, dans le monde ces deux langues ont longtemps été en concurrence et le sont encore. Aujourd'hui il semble que le français ait perdu de son importance. Les caractéristiques germaniques de l'anglais sont grammaticales et s'opposent parfois à celles des langues romanes dont le français. Les nombreux points communs que partagent les deux langues sont pour la plupart de nature lexicale. C'est la grammaire qui les différencie le plus. L'objectif de la démarche est de montrer que certains phénomènes de la grammaire et de la phonologie anglaise sont symétriquement opposés à ceux du français. Globalement, il s'agit de décrire des contraires pour faciliter l'apprentissage et fournir un embryon de méthode permettant de passer d'un système à l'autre sans trop de difficultés. Comme les apprenants s'appuient en général sur 15. Leur langue maternelle, en l'occurrence le français, ils la regardent comme dans un miroir où tout ou presque est inversé. Quelques exemples pris en enfilade permettront d'en illustrer le cheminement. Ces exemples appartiennent à des domaines de la grammaire aussi divers que la détermination nominale, la représentation verbale, ou des manifestations qui rendent compte de l'organisation du sens dans les deux langues. Un certain nombre de phénomènes grammaticaux correspondent à cette vision des choses. Au niveau de la détermination nominale, on peut citer en premier lieu la place des adjectifs épithètes, a rich man plus grand que un homme riche, et de quelques catégories d'adverbes, et sometime plays tennis plus grand que il joue parfois au tennis, antéposés par rapport au nom ou au verbe en anglais, postposés en français. Ensuite, il y a les constructions génitives, Paul's car plus grand que la voiture de Paul, the mailman's bicycle plus grand que la bicyclette du facteur, qui place le thème en première position alors qu'en français seule la structure du complément du nom est possible, confère la bicyclette du facteur, et qui sont justement en concurrence avec la forme périphrastique N of N, par exemple The car of the man a had an accident with. Le même constat peut se faire pour les noms composés, The Obama Administration plus grand que le gouvernement Obama, Sunday School plus grand que l'école du dimanche. Enfin, l'anglais privilégie généralement les comparatifs et superlatifs de supériorité là où le français emploie plus volontiers des comparatifs et superlatifs d'infériorité. It's cheaper plus grand que c'est moins cher, it's more difficult than I thought plus grand que c'est moins facile, évident que je ne le pensais, et is 5 years younger than she is plus grand que il a 5 ans de moins qu'elle, ce sont les fleurs les moins chères du marché plus grand que they are the cheapest flowers on the market. Dans le domaine verbal on comparera, par exemple, les constructions avec être et avoir en français et have et be en anglais. Ceci correspond plus ou moins à la vision de 16. Benveniste, 1966 sur 197-200, qui explique qu'être et avoir peuvent être dans une relation inversée. Ce qu'ils ont de pareil et ce qui les distingue apparaît dans la symétrie de leur fonction d'auxiliaire et dans la non-symétrie de leur fonction de verbe libre. Si l'on compare l'anglais et le franglais, cette idée de symétrie se retrouve dans des expressions telles que I'm sleepy plus grand que j'ai sommeil, I'm hungry plus grand que j'ai faim, et is prejudiced against women plus grand que il a des préjugés sur les femmes, etc. Les deux constructions, anglaises et françaises, ont un sens équivalent. Par ailleurs, les systèmes verbaux n'ont pas le même niveau d'évolution dans les deux langues. On remarque une importance accrue de l'emploi des aspects en anglais, ce qui dénote une plus grande prise en charge énonciative, portée par le verbe dans cette langue. Ainsi, le passage de l'une à l'autre devient difficile et la tentation est grande de calquer un système sur l'autre. Cette idée de progression symétrique dans les deux langues se retrouve en effet dans les problèmes de traduction. On peut l'observer dans la présentation du déroulement des événements, dans le discours. En général en anglais comme en français, on présente les événements dans le même ordre. Cependant, les événements sont dans certaines constructions présentées en anglais tels qu'ils apparaissent dans la réalité, alors qu'en français ils font souvent l'objet d'une reconstruction logique. Le recours à la transposition et à la modulation, qui est en fait une transposition au niveau du sens, pour passer d'un système à l'autre sont des procédés qui témoignent de cette vision inversée. L'exemple le plus connu des techniques de traduction indirecte, celui du chassé-croisé,
en offre l'illustration quand il s'applique à la traduction des verbes à particules. Dans l'énoncé à Edith the Bolloway, les actions sont décrites dans l'ordre où elles sont perçues. C'est d'abord la cause qui est exprimée, Edith, et ensuite. 17. Le résultat de l'acte, away. Le français en revanche restitue les faits de manière logique. L'intention vient en premier suivi du moyen, ce qui donne, il détourna le ballon de la tête. Ce phénomène vient sans doute aussi de la flexibilité de l'anglais qui peut plus aisément opérer des conversions. Aide peut être employé soit comme nom, soit comme verbe, chose impossible en français. Il est également important de souligner la fonction adverbiale de la particule. La modulation apporte de nombreux cas de symétrie. On citera par exemple les changements de point de vue comme dans Not everyone is happy, plus grand que certains se réjouissent, ou et may be right, il n'a peut-être pas tort, les caractères concrets pour l'anglais et abstraits pour le français. Would you dare to unseat this newly elected MP? Plus grand que oseriez-vous invalider ce député fraîchement élu? Le contraire négativisé, I'm well aware that, plus grand que. Je ne suis pas sans savoir que. Symétrie encore entre les deux langues lorsqu'on aborde les problèmes de diathèse passive. Le rythme, trochaïque, enfin, a aussi son importance dans l'organisation du sens au sein de la phrase anglaise. Dans Edith the Bolloway, les syllabes accentuées tombant sur les éléments lexicaux, head, ball, away, ce qui confère à l'énoncé un rythme, une alternance plutôt régulière entre les syllabes fortes et les syllabes faibles. Du point de vue de la phonologie, les deux langues s'opposent également. L'anglais est une langue accentuée, stress-timed, tandis que le français entre dans la catégorie des langues syllabées, syllable-timed. En anglais, chaque mot-syllabe possède une accentuation spécifique, contrastive, les termes s'opposent les uns par rapport aux autres. En français, en revanche, il n'y a qu'un seul accent nucléaire, sur le dernier élément du groupe de sens. On a souvent l'impression que l'énoncé constitue un 18. Seul long mot. Et il est parfois difficile pour les apprenants anglophones de distinguer les mots dans la chaîne parlée. À l'inverse, la difficulté pour les francophones est dans le repérage des syllabes accentuées, porteuses de sens par rapport aux syllabes inaccentuées ou réduites. Il s'agit de faire porter l'attention sur l'alternance des syllabes accentuées et des syllabes inaccentuées, alternance qui avec l'intonation donne à l'énoncé anglais son rythme particulier, voir Huard 2002. Voici présenté en quelques mots ce que l'on peut considérer comme l'illustration d'une problématique qui s'appuie sur un certain nombre d'observations dans les deux langues, et qu'il conviendra de vérifier et de développer. Il s'agit avant toute chose de réfléchir, non seulement sur le fonctionnement des deux systèmes mis en regard, mais aussi de définir des axes de recherche pour aider les apprenants à se repérer dans un ou les deux systèmes. Dans ce cas, ce n'est pas deux ou plusieurs variétés de la même langue qui contribuent à éclairer sa grammaire, mais deux langues distinctes, deux génies qui s'opposent et contrastent entre eux. Le texte qui suit s'efforce d'illustrer certaines hypothèses sur le fonctionnement de l'anglais et du français, avec une démarche contrastive et didactique. En cela, elle s'adresse d'abord aux enseignants de langue et aux linguistes qui trouveront dans ce qui est présenté des suggestions pour agrémenter leur enseignement pour les premiers, des pistes de recherche pour les seconds. Globalement, ce texte rend compte d'observations quant aux différents domaines sur lesquels s'appliquent les hypothèses de travail, à savoir les domaines linguistiques qui généralement mettent les apprenants en difficulté. Le premier chapitre est d'ailleurs dévolu aux caractéristiques de chacun des deux systèmes. Avant de les comparer et de les mettre en regard, il convient en premier lieu de décrire. 19. Au sens linguistique du terme, c'est-à-dire analyser chaque langue dans sa spécificité à partir d'exemples simples, relevés dans des conversations ou empruntés à la littérature que l'on entend ou lit un peu partout tous les jours. Les phénomènes retenus couvrent autant que faire se peut, une grande variété de faits grammaticaux ou faits de langue propres aux deux systèmes, qui sont susceptibles d'être traités symétriquement et qui présentent un intérêt à la fois scientifique et pédagogique. À chaque langue correspond une organisation qui lui est propre et qui par conséquent reflète une manière de penser la réalité extralinguistique, de représenter le monde. Cette fonction de représentation est bien sûr essentielle, mais il convient de l'associer à celle de communication. Il reste que la langue est un produit social et qu'elle a par conséquent un rôle social. Ainsi,
L'apprentissage d'une langue étrangère transporte l'apprenant dans une autre forme de pensée et modifie ses schémas mentaux. L'apprenant peut vivre ce type de changement comme une agression. C'est la raison pour laquelle certains sujets résistent et refusent l'idée d'apprendre une seconde langue. Ils n'en voient pas l'utilité. Tout le travail de l'enseignant sera donc centré sur l'intérêt de parler une langue, en tant qu'outil de communication et d'apprendre à penser autrement. D'où l'appui sur la langue maternelle, seul véritable repère et socle nécessaire selon l'appréciation du maître à l'acquisition d'une autre langue. On s'attachera à montrer qu'une construction linguistique n'est pas seulement un arrangement de mots pour former des énoncés à but informationnel. C'est comme l'ont montré les structuralistes, d'abord un système, c'est-à-dire un ensemble de relations qui entrent en jeu dans la formation des sons, des mots, des syntagmes et des énoncés, ou des phrases. Meillet 1912 dit justement que chaque langue est un système où tout se tient, et a un plan général d'une 20. Merveilleuse rigueur. C'est aussi le reflet d'une pensée, individuelle et ou collective, et son véhicule. La langue, c'est enfin une habitude que l'on perd lorsqu'on cesse de la parler. Tous ces éléments doivent être pris en compte lors de l'apprentissage. Connaître et comprendre le fonctionnement de la langue maternelle est ainsi une première étape importante dans l'acquisition d'une seconde langue. Bien sûr, l'apprentissage d'une autre langue requiert de la part de l'apprenant une capacité d'adaptation. C'est tout le problème de la pédagogie des langues. La démarche retenue reprend les caractéristiques de chaque système linguistique, qui sont le reflet de réalités psychologiques et sociologiques. La mise en symétrie de certains aspects des deux langues peut être de nature à mettre en évidence ces réalités, en même temps qu'elle favorise la compréhension du fonctionnement de chacune des deux langues. C'est cette recherche qui est menée dans les 5 chapitres de cet ouvrage. Les analyses et principes pédagogiques proposés mettent en parallèle 2 systèmes linguistiques susceptibles, qui plus est, de s'éclairer mutuellement. Dans l'organisation de ce texte, les 2e et 3e chapitres constituent une présentation des principes d'approche linguistique dans les domaines nominal et verbal de la grammaire dans chacun des 2 systèmes, anglais et français, en s'appuyant sur un corpus d'exemples pris dans les 2 langues. Le chapitre 4 aborde les problèmes de la traduction, c'est-à-dire le passage d'un système linguistique à l'autre. C'est l'occasion ici de fournir au lecteur des pistes de réflexion sur ce que représente la traduction, et notamment sur la manière dont les 2 systèmes se comportent et fonctionnement au niveau grammatical, sémantique et stylistique. Les stratégies présentées tendent à montrer les décalages entre les 2 langues et à les mettre en regard. Le 5e chapitre, enfin, oppose les 2 systèmes linguistiques du 21. Point de vue de leur phonologie, la régularité rythmique de l'anglais, langue accentuée, contre le caractère syllabé du français, 2 formes d'expression qui parfois déroutent les apprenants et les placent devant des difficultés de repérage des unités signifiantes. 23. Chapitre 1. Des systèmes en regard. 1. Langue synthétique, langue analytique. La classification des langues peut se faire de 2 manières différentes, soit en fonction de leur famille d'origine, soit en fonction de plusieurs critères grammaticaux et linguistiques. Il existe en effet des schémas communs entre les différents systèmes qui permettent d'établir des types. On distinguera ainsi les langues analytiques des langues synthétiques, d'où la nécessité de déterminer le plus précisément possible les spécificités morphologiques et syntaxiques des systèmes linguistiques en question. Bien qu'il soit difficile de classer une langue comme étant uniquement synthétique ou analytique, il est possible de dire que telle ou telle langue possède en son système certains traits qui correspondent à l'un ou à l'autre de ces 2 groupes de typologies morphologiques. Une langue synthétique se caractérise par des modifications morphologiques, flexionnelles, les fonctions syntaxiques étant généralement marquées par des désinences. Dans une langue analytique, en revanche, les modifications morphologiques sont peu nombreuses et les fonctions grammaticales dépendent principalement de la place occupée par les mots dans l'énoncé. De ce point de vue, on dira que le français et l'anglais sont des langues analytiques. Dans les 2 langues, en effet, l'absence notable de flexion fait que les catégories grammaticales sont définies par l'ordre des termes ou par l'introduction de mots grammaticaux, déterminants, prépositions, auxiliaires, dans l'énoncé. Il y a cependant différents degrés d'analyse ou de synthèse dans ces 2 langues. L'anglais par exemple
24. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.